Salvador de Bahia, un dimanche matin, jour de détente sur une plage à la mode. Au milieu de la foule, deux danseurs improvisent une capoeira. C'est une danse et en même temps une lutte, très populaire à Salvador, le berceau de la capoeira. Au bout de la plage, justement, un cours de capoeira commence. Diego mène la danse. La capoeira a été créée par les esclaves africains qui sont arrivés ici au Brésil. Au départ, c'était une façon de combattre pour se protéger des Blancs. Aujourd'hui, on peut considérer ça comme une profession. Il y a des gens qui vivent de la capoeira, ici à Salvador et ailleurs. La capoeira peut aussi simplement servir à conserver la forme. Ici, elle est très forte à cause de nos racines. Elle vient de notre passé. Un rythme et des chants venus d'Afrique. Des techniques transmises depuis plus de 2 siècles. La capoeira est une tradition bien vivante, car les esclaves ont profondément marqué la vie et l'histoire de Salvador. Retour aux origines, lorsque les Portugais découvrent cette baie le jour de la Toussaint. Ils la baptisent la baie de tous les saints. Et en 1549, ils fondent une ville nouvelle. Salvador de Bahia, première capitale du Brésil. Salvador qui s'enrichit grâce à la canne à sucre et à la traite des esclaves. Ces esclaves sont amenés par bateau entier depuis l'Afrique de l'Ouest. Témoin de l'époque coloniale, ce fort militaire. Cette petite église. Mais surtout, ce vaste bâtiment du XVIIe siècle. Un bel exemple d'architecture coloniale donc, mais surtout un lieu de mémoire pour Adolfo Roriz, architecte et descendant d'esclaves. Nous sommes face à la baie de tous les saints. Et c'est ici qu'arrivaient les embarcations venues d'Afrique, principalement d'Angola et du Bénin, chargées de marchandises. On les déposait dans les magasins, ici, et ces marchandises étaient ensuite acheminées vers différents sites dans la baie. Il y avait donc ici des magasins et à côté une fabrique de sucre. Derrière ces murs, des centaines d'esclaves ont broyé la canne à sucre pour en extraire le jus. Le bâtiment lui-même a sans doute été construit par des esclaves. C'est pourquoi Adolfo Roriz tient à le préserver. Ma grand-mère maternelle était noire. Donc je suis content lorsque je me trouve face à ce bâtiment. Je me dis que mes ancêtres ont peut-être participé à sa construction. Aujourd'hui, ce monument est l'un des plus importants de Salvador. Nous voici au cœur de Salvador, dans le plus vieux quartier, le Pelourinho, bâti à l'époque coloniale. Ici, les esclaves ont vécu et travaillé durant 3 siècles. Ce quartier historique, classé par l'UNESCO, est restauré depuis 1992. Une restauration qu'Adolfo Roriz suit de très près. Ici, il connaît chaque maison. Voici l'une des mieux conservées. Elle appartenait à une riche famille d'origine portugaise. La marche d'entrée est en marbre de Carrare. Le sol, lui, est en briques. On a un escalier en pierre de taille avec des rampes ornées de volutes. Les marches sont en grès. En fait, nous avons une association de grès et de marbre. Et pour finir, un joli panneau d'azulejos portugais. Ces carreaux de faïence, peints à la main, datent du XVIIe siècle. En bas, par 2 passages latéraux, entraient et sortaient les cavaliers et les esclaves. La partie noble, en haut, était réservée à la famille. Pour ces familles riches, un intérieur de luxe. Témoin ce plafond en bois polychrome, orné de scènes mythologiques. Il a été décoré à la feuille d'or,
dans l'esprit de la Renaissance italienne. À quelques mètres de là, l'église Notre-Dame du Rosaire des Noirs. Un lieu emblématique car cette église était réservée à la population noire jusqu'au XVIIIe siècle. Elle est l'œuvre d'esclaves et d'affranchis. C'était de la main-d'œuvre qui n'avait que peu de chances d'accéder aux études. Donc, cette église est l'un des monuments religieux les plus significatifs au niveau historique. Elle a été bâtie avec la sueur et le sang versés gratuitement par les hommes noirs du Pelourinho. Comme tous les mardis soirs, au moment de la messe, l'église fait salle comble. On y vient prier, toujours en musique. Ici, point de messe sans percussion afro-brésilienne. La religion catholique est intimement mêlée à la culture africaine. À Salvador, ce métissage est si profond qu'il ne fait pas de différence entre les saints catholiques et les divinités africaines. C'est ce qu'on appelle le syncrétisme. Illustration le lendemain avec Djouza, une jeune bayanaise. Nous la rencontrons sur une plage, les bras chargés de fleurs destinées à la déesse Yemanja, une déesse africaine. Yemanja, c'est la mère de la beauté, de la paix et aussi des pécheurs. Mais dans notre religion catholique, Yemanja, c'est aussi la Vierge Marie. En clair, la déesse africaine Yemanja et la Vierge Marie catholique ne font qu'une. Encore un héritage de l'époque coloniale. En ce temps-là, les esclaves étaient contraints de pratiquer la religion catholique. Alors ils donnèrent un nom catholique à chaque divinité africaine. Aujourd'hui encore, le dieu Oshala que voici est Jésus-Christ. Ogum, lui, est Saint Antoine. Quant à la déesse Yansa, elle porte le nom de Sainte Barbe. Une double identité qui donne lieu à des fêtes très métissées. Exemple, dans le Pelourinho, le jour de la Sainte Barbe, également jour de la déesse Yansa. À Salvador, cette fête est un véritable événement. Dans sa chambre, Djouza se prépare avec l'aide de sa maman. La Sainte Barbe, c'est une fête à ne pas rater. Il faut se faire belle, il faut bien se préparer. Ce n'est pas une fête comme les autres. Il faut porter du rouge. Cette fête, pour moi, c'est une fête guerrière. Parce que dans la religion catholique, Sainte Barbe est associée à la force et à la foudre. Et puis dans la religion africaine, Yansa est associée au blanc et au rouge aussi. Le blanc, c'est la couleur du cimetière, et le rouge, c'est la guerre. Acarajé passa a ser patrimônio da cultura nacional. 10h du matin dans le Pelourinho. 3000 personnes s'apprêtent à fêter Sainte Barbe Yansa, à la fois sainte catholique et déesse africaine. Djouza se mêle à la foule. Ambiance. Ces costumes typiquement bayanais n'ont pas changé depuis l'époque coloniale, au temps des esclaves. Ils sont portés jusqu'à aujourd'hui. Le turban, il est génial, le turban. Il vient de nos racines, n'est-ce pas? Vous pouvez nous montrer vos jupons? Regardez le petit pantalon de coton. Par-dessus, il y a 5 jupons comme ça, et 2 en tissu.
C'est pas un peu trop lourd tout ça? Non, ça ne pèse rien. Ce costume, il tient chaud ou il est frais? Il est chaud. Assez chaud. Mais ça supporte. On a le sang baïanais. Début de la procession. Sainte Barbe Llansa est accueillie avec une ferveur immense. On se bouscule pour l'approcher. C'est très fort, vous savez. C'est comme une énergie qui passe dans le sang, une sensation très forte. C'est la première fois que je vois les gens comme ça à la fête de Sainte-Barbe. C'est vraiment très fort. Toujours plus fort, nous arrivons à la caserne des pompiers. Dernière étape de la matinée. Sainte-Barbe, patronne des sapeurs-pompiers, fait une entrée triomphale. La procession va se terminer ici en apothéose. Sou eu, Moacir Soares, que estou aqui há 15 metros. Viva Santa Bárbara! Epa, rei, Yansan! Epa, rei, Yansan! Une fois n'est pas coutume, les pompiers finissent par asperger la foule avec de l'eau parfumée. De l'eau bénite, bien sûr. Retour au calme le lendemain matin. Nous continuons notre découverte de Salvador, la ville métisse. Direction l'atelier de Goya Lopez. Une styliste avant-gardiste très inspirée par les traditions africaines et brésiliennes. La mode créée par Goya est une mode métissée. Nós podemos mostrar aqui bem On peut voir ici les coquillages divinatoires qui nous viennent de la culture africaine. Mais ils ressemblent aussi à des grains de café. Il y a également ces motifs qui rappellent la culture indigène. Donc cette composition est d'inspiration africaine. En même temps, elle comporte une connotation brésilienne. Goya dirige une vingtaine de personnes et sa petite entreprise tourne bien. Oubliez les débuts difficiles. J'ai commencé bien modestement, n'est-ce pas ma tante? On a commencé ensemble, toutes les deux. J'imprimais, je vendais et elle s'occupait de la couture. Oui, je cousais et elle vendait. C'était dur? Ah oui, ça a été très dur. Au début, ça a été difficile parce que je ne réussissais pas à trouver quelqu'un qui croit dans mon projet. Mais avec le temps, nous avons réussi à réaliser notre rêve. Nous avons conquis une clientèle et les affaires sont allées de mieux en mieux. Vous êtes fière d'elle? C'était un beau modèle. Oh oui, très fière. L'atelier de sérigraphie. Ici sont imprimés les tissus afro-brésiliens dessinés par Goya. Sur ce tissu, par exemple, les motifs géométriques sont d'origine africaine. L'animal stylisé est inspiré de l'art indigène brésilien. Un métissage qui est en fait l'expression d'une identité. C'est très riche parce que dans ces compositions, je raconte l'histoire de mon peuple et ça c'est nouveau. Parce que lorsque je conçois des motifs afro-brésiliens, je recrée notre histoire en traduisant tout ce qui existe en nous, les Brésiliens. Ça a été un grand défi. Un grand défi, certes, mais un défi gagnant. Isso, olha aqui do lado aqui agora.
séance photo dans le Pelourinho. Aujourd'hui, le succès sourit à Goya après des années d'efforts. L'enjeu pour moi, ça a été de faire entrer la culture afro-brésilienne dans la mode de tous les jours. Nous sommes tellement dépendants de la mode et de la création européenne. Je suis très contente maintenant, très satisfaite que mon projet se soit développé et que mon travail se voit aujourd'hui. Autre métissage culturel, la musique. Ces enfants de Salvador apprennent le samba reggae, un mélange de percussions caribéennes et de samba, une musique populaire venue d'Afrique avec les esclaves. Allez, mettez-vous ici. Par ici, voilà. Éloignez-vous les uns des autres. Parmi tous ces élèves, Daniel, 14 ans, est déjà passionné. L'émotion ici, c'est quand tu joues et quand tu apprends des choses nouvelles. Et à quoi tu penses quand tu joues? À un futur où je pourrais continuer à jouer comme ça. Tout va bien? Comment ça s'est passé la répétition? Tu penses que ça a bien marché? Tout va bien donc. Nelson est l'un des responsables. Il accueille ici gratuitement 300 enfants issus de milieux défavorisés. Au programme, danse et musique. Une musique qui revendique ses origines africaines et qui attire de plus en plus de jeunes Bahianais. Beaucoup d'enfants et d'adolescents défavorisés sont déjà passés par le système d'éducation Holodoom. Aujourd'hui, ils sont sur le marché du travail, en particulier dans le secteur de la musique. Alors nous voulons accueillir encore plus d'adolescents. C'est très important pour eux de participer, parce qu'à travers ce travail, ils se surpassent. Mieux, à travers cette musique, les enfants redécouvrent la culture de leurs ancêtres afro-brésiliens. Une culture et une histoire très riche dont ils sont les héritiers. Nous leur expliquons le rôle et l'importance des Noirs brésiliens, leur contribution à la construction du Brésil. Il est très important qu'ils aient ces connaissances. Cet héritage afro-brésilien, les jeunes en sont fiers aujourd'hui. À l'image de Daniel, enfant des quartiers pauvres qui rêve désormais d'être roi, le roi du samba reggae. Rendez-vous avec l'idole des jeunes Bahianais, le plus célèbre musicien du Brésil, Gilberto Gil, nommé ministre de la Culture en 2003. Il nous reçoit chez lui à Salvador. Témoignage d'un Bahianais métis, afro-brésilien et artiste engagé. La culture afro-brésilienne s'est mise en place tout au long de l'histoire de la ville, avec l'émergence des mouvements noirs, des mouvements de conscience noire, avec leur lutte pour conquérir un espace social, politique et économique, avec aussi la forte présence de la musique et de l'art noir dans les cultes africains, avec enfin les diverses expressions corporelles comme la danse noire. Tout cela a amené la société brésilienne, et en particulier la société bahanaise, à accepter de plus en plus la présence des Noirs. Et à accepter les différentes dimensions de leur vie à Salvador et au Brésil. Dernière journée à Salvador. Nous sommes au marché São Joaquim, le plus vaste de la ville. On y trouve toutes les spécialités culinaires de la région. Tania, elle, vient acheter des plantes spéciales. On ne les trouve nulle part ailleurs, ce sont des plantes aux vertus magiques.
Ces plantes ont un effet énergisant. On absorbe leur énergie et on nettoie notre corps. Tania n'est pas une acheteuse comme les autres. Les produits qu'elle vient choisir sont destinés à des divinités africaines. Car Tania prépare une cérémonie rituelle, fidèle aux traditions de ses ancêtres. Bonjour, comment ça va? Je voudrais des crevettes. 4 kilos de crevettes, elles sont vraiment magnifiques. À combien elles sont? C'est celle-là qu'on aime bien. Ces crevettes seront cuisinées en l'honneur de la déesse Yansa. Les gens se demandent pourquoi nos divinités ont besoin de manger. Le dieu reçoit cette énergie que nous lui passons. Si tu fais tout ça avec beaucoup d'amour et de tendresse, le dieu dispose de plus de force et d'énergie. Alors il nous renvoie cette force que nous recevons de nouveau avec encore plus d'énergie et de vigueur. C'est vous qui choisissez les ingrédients et qui cuisinez? Oui, je choisis ce qu'il y a de meilleur. Nous quittons le marché. Tania nous emmène dans son terreiro, la petite maison paroissiale où se déroulera la cérémonie rituelle afro-brésilienne. La responsable du terreiro nous attend. On l'appelle la mère de Saint. Elle dirige toutes les activités rituelles du quartier. Tania, son assistante, est fille de Saint. Petite vérification des achats avant que Tania ne cuisine ses aliments dans le plus grand secret. Tout est parfait. Tania a l'habitude de faire ça. Elle est l'énergie de cette maison. Vous avez confiance en elle? Bien sûr, j'ai confiance. Vous n'envoyez pas n'importe qui au marché? Ce n'est pas possible, non. Il faut que ce soit une personne de confiance. Moi, en tant que mère de Saint, je ne pouvais pas aller personnellement au marché. J'ai d'autres responsabilités. Là, c'est parfait. 21h, la cérémonie commence. Entrée en scène de la mère de Saint, suivie des fils et filles de Saint. Ils sont tous initiés au candomblé, une religion afro-brésilienne venue avec les esclaves Yoruba, originaires du delta du Niger. La musique, les chants, les rituels sont Yoruba, un patrimoine qui se transmet oralement depuis 5 siècles au Brésil. D'abord pratiqués en secret par les esclaves, les rites Yoruba se vivent maintenant au grand jour. Dans le public, Djouza, catholique pratiquante, mais fidèle aux cultes africains de ses ancêtres. Au bout d'1 heure, première transe. Selon la religion Yoruba, ce sont les divinités qui s'emparent des filles et fils de saints. Les femmes et les hommes possédés perdent toute conscience. Ils sont habités par leur Dieu. Les mêmes transes, mais au Nigeria. Ces photos ont été prises il y a 50 ans par Pierre Verger, un photographe français fasciné par le culte de la possession. Initié à la religion des Yoruba, Pierre Verger a même obtenu le titre de devin. Les divinités sont les mêmes au Brésil et en Afrique. Sauf que nous, ici, on n'a pas les mêmes problèmes qu'en Afrique. Là-bas, il n'y a pas beaucoup de gens qui sont initiés. Il n'y a plus vraiment de culture Yoruba. Chez nous, la culture Yoruba est mieux mise en valeur. Dernière partie de la cérémonie. Les hommes et les femmes possédés ont revêtu les habits de leur divinité. Ils continueront à danser pendant plusieurs heures. Les spectateurs, eux, vont se partager la nourriture cuisinée par Tania, la fille de Saint.
Ces beignets aux crevettes, appelés acarajé, ont été préparés en l'honneur de la déesse Yansa. Cette nuit, Salvador, la ville la plus africaine du Brésil, vivra au son des tambours yoruba.